Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le service conseil de PRH Solutions. Nous sommes en direct et vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange sur un sujet crucial pour toutes les entreprises, les sanctions disciplinaires RH. Alors, je suis Alexandre Quétu, en charge d'animer cette session aux côtés de nos deux experts juridiques aujourd'hui avec Jules Magnan. Bonjour Jules. Et Déborah Iglesias, qui sont tous les deux juristes spécialisés en droit social au sein de notre service conseil. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes Bonjour. et à tous. Alors, quelques explications à partager avec vous sur le fonctionnement de ce webinaire. On l'a vraiment conçu pour vous apporter des réponses claires et surtout des outils pratiques pour gérer efficacement les sanctions disciplinaires au sein de votre entreprise. Notre objectif est de vous fournir à la fois des informations précieuses et des conseils pratiques pour naviguer sereinement dans la complexité du droit social et surtout améliorer la gestion des sanctions disciplinaires au sein de votre entreprise. Merci encore pour votre présence. Et en attendant que les derniers participants se connectent, je vois que c'est toujours en train de se connecter, je voudrais laisser la parole à Jean-Philippe Orliac, notre directeur commercial, qui va vous présenter le groupe PRH Solutions, ses différentes entités et les différentes missions en fonction des entités. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre et bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce passage de relais. Donc, je vais prendre juste quelques minutes, courtes minutes, pour assurer la présentation du groupe RH. Alors, peut-être certains d'entre vous sont déjà habitués à nos webinaires et nous connaissent déjà, et peut-être que d'autres ne nous connaissent pas. Alors, en un mot, la mission du groupe PRH, c'est, alors on dit ça avec un brin de malice, hein, de dire qu'on vient réveiller votre potentiel RH. L'idée, c'est qu'à travers un certain nombre d'experts, de solutions, de services autour de la paye et des ressources humaines, on vient apporter de l'expertise, on vient accompagner nos clients dans la transformation de leurs organisations, de leurs outils et process autour de la paye et des ressources humaines. Et donc, l'idée, c'est que sur chacun des domaines qu'on va aborder, on a réuni depuis 20 ans des experts et des expertes sur les sujets que l'on traite. Donc, dès qu'on aborde un sujet, vous avez auprès de vous, comme c'est le cas aujourd'hui, des experts du sujet. Et aujourd'hui, c'est illustré par la présentation qui va être menée par Jules et Déborah, qui font partie de notre équipe de juristes. Et donc, notre offre se présente sous trois grands domaines d'expertise, sous l'ombrelle PRH. Le premier, c'est avec PRH Solutions, c'est toutes les solutions d'externalisation de la paye notamment. C'est pour ça qu'on est le plus connu sur le marché, de paye externalisée, de paye copilotée, qui est une façon particulière d'externaliser la paye. Aussi, dans ce chapitre-là, on aborde aussi, on est capable de vous accompagner sur l'externalisation de l'administration du personnel. Donc, on a certains clients qui font appel à nous pour venir les seconder sur cette partie administration du personnel à travers une offre qui s'appelle RHL. Couplé à ça, toute une offre d'audit et de conseil qui est l'objet du webinaire aujourd'hui, notamment sur la partie juridique. Donc on peut vous accompagner sur des sujets très concrets du quotidien autour de la paye et des ressources humaines, comme on va l'être fait aujourd'hui. On a des équipes de data analystes qui sont là pour produire notamment tout ce qui est rapport BSI, BDESE, qui sont des sujets qui vous concernent tous, très probablement. Donc ça, c'est sous l'ombrelle PRH Solutions. Toute la partie distribution et mise à disposition de logiciels, donc c'est assuré par PRH Software. Donc on met à disposition un logiciel de paye pour les entreprises qui veulent non pas externaliser mais garder la paye en interne. On est capable aussi de vous proposer des solutions de digitalisation de vos dossiers salariés à travers la solution Lucas, qui est un SIRH. Vous allez pouvoir dématérialiser les demandes d'absence, la gestion des notes de frais, là, tous ces sujets qui vous concernent. Et la dernière patte, si j'ai envie de dire, c'est la PRH Academy. Donc c'est toute la partie formation qu'on peut assurer. On forme des gestionnaires de paye, on peut former aussi sur mesure, mettre en place des formations sur mesure pour des besoins liés autour de la paye, des ressources humaines dans vos organisations.
Voilà, quelques chiffres clés que je ne vais pas commenter parce que, voilà, peut-être dire qu'on produit, tous les mois, tous clients confondus, environ 50 000 bulletins de paye, tous clients confondus. Donc voilà, on est présent sur l'ensemble du territoire national. On a un peu plus de 150 collaborateurs qui participent au quotidien à nos activités et on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Voilà, et dernier point avant voilà, pour permettre de tout le monde d'arriver avant de passer la parole à Jules, c'est nos engagements. On a 3 grands engagements que l'on porte. Un engagement vis-à-vis de nos collaborateurs à travers un label que vous connaissez peut-être, hein, le Great Place to Work, où on s'engage pour produire et assurer à nos collaborateurs un environnement de travail efficace. L'engagement pour le métier, c'est à travers notamment toutes les activités de l'académie, de la PRH Academy, où voilà, on a un engagement pour, au sein de nos équipes, je veux dire, faire grandir les compétences de nos collaborateurs, mais aussi chez nos clients, pour vous accompagner sur les sujets de formation, comme je l'ai indiqué il y a un instant. Et puis le dernier engagement qui nous tient aussi à cœur, c'est qui est matérialisé à travers notre manifeste RSE, c'est l'engagement à travers 10 engagements que l'on porte pour apporter notre pierre à l'édifice sur la transition qui nous concerne tous. Voilà, c'est tout pour ma partie, pour pouvoir présenter le groupe. Je laisse la parole à Jules pour parler de sanctions disciplinaires, sujet ô combien important. Bah, merci beaucoup Jean-Philippe. Je vous propose maintenant de découvrir tout de suite le sommaire de notre webinaire. Donc en premier chapitre, le règlement intérieur, c'est vraiment le document de base, vous allez voir. Après, on va aborder les dispositifs de surveillance et la prescription en fait, pour récolter en fait, la preuve. Après, on va vraiment entrer dans le vif du sujet avec la présentation des différents types de sanctions disciplinaires. On évoquera bien sûr ensuite le respect du principe de proportionnalité. Et enfin, la procédure à suivre en fait pour l'application de la sanction. Alors pour animer ce webinaire, on a vraiment privilégié l'interactivité pour que vous puissiez repartir en fait avec des réponses précises à vos questions ou à vos problématiques. À tout moment, vous avez la possibilité de poser vos questions directement à nos juristes. Pour cela, c'est très simple. Tout en haut de votre écran, vous avez un menu et vous cliquez sur l'onglet QR, donc pour questions-réponses. Et là, vous posez directement votre question et Déborah vous répond en direct. À la fin de la présentation, bien sûr, on ouvrira une session de questions-réponses pour répondre en fait à toutes les questions sur lesquelles on n'aura pas eu le temps de répondre en direct. Et enfin, si vous voulez interagir en fait avec les autres participants, vous avez à votre disposition, toujours dans le menu, l'onglet Conversation. Alors Jules, est-ce qu'on peut peut-être commencer par une première question? C'est quoi la définition exacte au sens juridique d'une sanction disciplinaire? Alors, Alexandre, la sanction disciplinaire, en fait, c'est le fait d'apposer une mesure qui vient sanctionner en fait un salarié par rapport à la faute qu'il aurait commise. Donc, on est effectivement dans une situation où vous avez un salarié qui a commis une faute et pour cette raison-là, l'employeur est dans l'obligation de prendre une mesure visant à le sanctionner. Parfait, merci beaucoup Jules. On va pouvoir donc ouvrir avec le premier chapitre. On va entrer donc avec au premier chapitre consacré donc au règlement intérieur qui constitue vraiment le cadre. Alors je sais que tu aimes bien le dire, l'ossature voilà, de la sanction. Alors comment bien le rédiger, comment le mettre en place ce règlement intérieur pour être certain qu'il soit conforme surtout aux exigences légales? Alors tout à fait, Alexandre, c'est vrai que on peut effectivement parler d'ossature à ce niveau-là pour le règlement intérieur. Cette ossature, pourquoi? Parce que c'est un socle, on va le voir ensemble, de ce qui peut être fait, des règles applicables au sein de la société. Et la première chose à bien définir à ce niveau-là, c'est qu'il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Donc c'est une obligation de le mettre en place dans ces entreprises-là. Alors pour certains, ils avaient en tête 20 salariés, ça c'est effectivement l'ancienne conditions d'effectif. Mais voilà, la nouvelle, c'est vraiment dans les entreprises de 50 salariés plus. Donc c'est une obligation à proprement parler. Et on va voir ensemble, tout simplement, que le règlement intérieur est là pour fixer, on l'a dit, des règles
mais quelles sont ces règles? Les règles de conduite dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité, première chose. Et oui, on l'oublie, parfois on pense tout de suite aux sanctions, mais ça vient effectivement définir des règles de conduite euh, pour la santé et la sécurité. Et également, les règles concernant la discipline. Et là, ce qui va être important, ça va être déjà la nature, c'est-à-dire quelles sanctions on peut apposer au sein de la société. Et deuxième chose, l'échelle des sanctions par rapport à telle ou telle faute, quelles sanctions on va prendre. Donc, le règlement intérieur, c'est pour ça que c'est la colonne vertébrale de la société, c'est ça qui fixe en clair tout simplement les règles de vie au sein de la société. Et on va voir que ces règles de vie peuvent amener en clair des restrictions hein, pour le respect de tout le monde, pour le respect des règles de santé, de sécurité, etc. Et ces règles de restriction, eh bien, enfin, ces restrictions, tout simplement, le règlement intérieur peut les imposer en respectant un principe. Et on va le voir pendant tout le long de la présentation à partir du moment où on met en place des restrictions, il faut qu'elles soient justifiées par la nature de l'activité à réaliser et qu'elles soient proportionnées au but recherché. Donc ça, c'est vraiment primordial que vous ayez ce principe en tête. S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est bien ça, c'est la proportionnalité. À partir du moment et la justification, à partir du moment où on met une restriction, il faut expliquer pourquoi. Puisque si après il y a contentieux, on devra s'expliquer devant le juge, tout simplement. Et si on apporte une justification, il n'y a aucune raison que l'employeur se retrouve effectivement condamné. Le deuxième point, c'est que les dispositions de ce règlement intérieur doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et de la convention collective applicable au sein de la société. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention, il faut se faire accompagner quand vous avez besoin tout simplement d'un règlement intérieur. N'hésitez pas à vous faire assister par un professionnel parce que c'est un document qui est conséquent, qui n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que son contenu, on l'a dit, doit être conforme à la loi. Et deuxième chose, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas conforme? On va voir qu'il ne va pas pouvoir être mis en application. La procédure du règlement intérieur, elle fait partie des procédures les plus complexes en droit du travail à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous le voyez apparaître à l'écran à votre droite. Cela nécessite la consultation des représentants du personnel. Alors, comme toujours, attention, dès que l'on parle consultation des représentants du personnel, ça veut dire que les représentants du personnel, les membres du comité social et économique, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, vont donner en clair un avis. Cet avis, il peut être défavorable, c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir mettre en œuvre le règlement intérieur. Donc, peu importe que l'avis soit favorable, défavorable, ce qu'il faut, c'est pouvoir prouver que vous avez bien consulté vos représentants du personnel. Deuxième point, une fois que la consultation est faite, c'est là la partie la plus difficile. On communique le règlement intérieur à l'inspection du travail pour validation. Ils ont 2 mois pour valider. Vous le voyez, c'est quand même l'inspection du travail. Donc, ils sont là effectivement pour contrôler que le document soit conforme. Donc, ne vous lancez pas dans la rédaction d'un règlement intérieur. Faites-vous plutôt assister pour ce type de document par quelqu'un du métier, un professionnel, et on propose justement de vous accompagner en ce sens au sein de notre service pour un montant de 250 € hors taxe. Pour le reste des démarches administratives, une fois que ça a passé effectivement la validation de l'inspection du travail, il y a un dépôt à faire au greffe du Conseil des prud'hommes, du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Le règlement intérieur est ensuite porté par tout moyen à la connaissance des personnes, des salariés dans les lieux de travail. Donc il faut l'afficher, il faut le mettre sur l'intranet de l'entreprise, etc. Et une fois qu'on a mis en place toutes ces démarches administratives, une fois qu'on les a réalisées, le règlement intérieur rentre en application un mois après l'accomplissement de ces formalités pour tous les salariés et tous les stagiaires de la société. Il faut savoir à ce niveau-là que pour le personnel intérimaire, pour des salariés qui seraient mis à disposition par une autre société, il n'y aura que les règles de conduite en matière de santé et sécurité qui s'appliqueront. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'autre société qui se chargera de sanctionner les salariés si besoin.
Pour finir, sachez que le règlement intérieur, il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés plus, mais on peut le mettre en place en dessous de cet effectif, tout simplement parfois pour clarifier clairement la situation du point de vue des salariés, structurer véritablement les règles applicables dans la société. Et puis, si par contre, tout simplement, vous n'en avez pas l'obligation, il faut quand même y réfléchir parce que vous serez obligé de suivre ce qui est applicable dans ce règlement intérieur. Donc voilà, attention à cet aspect-là. On a vu ensemble le socle. C'est très clair. Merci beaucoup, Jules, pour toutes ces précisions et donc les rappels donc, sur le règlement intérieur. On va pouvoir passer en fait à notre prochain chapitre consacré donc aux dispositifs de surveillance et de prescription. Alors, quels sont les dispositifs et les outils de surveillance à disposition des entreprises pour constituer la preuve de la faute et surtout comment être certain de bien respecter le droit des salariés? Bien, tu l'as dit, Alexandre, l'essentiel, c'est de constituer tout simplement la preuve de cette faute. Puisqu'on a vu ensemble le socle, le cadre en fait, légal au sein de la société, le règlement intérieur. Et bien maintenant, pour sanctionner un salarié, il va falloir quand même être sûr qu'il ait bien commis une faute. Pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser des dispositifs de surveillance. Donc l'employeur peut recourir à des dispositifs de surveillance pour collecter des preuves à des fins disciplinaires. Et en France, le dispositif de surveillance qui va être le plus appliqué, ça va être la vidéosurveillance. Et il y a également la géolocalisation qui peut être utile, notamment pour tout ce qui va être domaine du transport, des commerciaux, des salariés itinérants, etc. Donc ça, c'est des outils qui sont à votre disposition en tant qu'employeur pour collecter des moyens de preuve, pour sécuriser un petit peu la gestion de votre personnel, le respect des règles au sein de votre société. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'utilisation de ces dispositifs de surveillance. Ces dispositifs de surveillance, et on l'a vu précédemment, doivent toujours être proportionnés au but légitime recherché. Première chose. Et deuxième chose, ça doit toujours faire l'objet d'une information au préalable. Donc on retrouve toujours, vous le voyez, cet impératif de proportionnalité, de justification de pourquoi on met en place ce dispositif de surveillance. Et deuxième chose, il faut informer en clair au préalable tout simplement, alors on va le voir, les représentants du personnel et les salariés. Alors comment on procède? Une consultation pour les représentants du personnel, comme on l'a vu tout à l'heure, avis favorable, défavorable, peu importe, et une information individuelle du salarié. Et là, attention, quand on parle d'individuel, on voit encore trop d'employeurs qui font une information collective, c'est-à-dire qui se contentent, de mettre une note de service en application sur la question, alors qu'il faut pouvoir prouver que chaque salarié a été informé. Comment prouver que chaque salarié a été informé? Ça peut se faire au moment de l'embauche, dans le contrat de travail. On a à ce niveau-là des clauses qui nous permettent de le dire. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour bien rédiger vos clauses. On peut également le faire par le biais d'un avenant que l'on va faire signer à un salarié qui est déjà présent au sein de la société, ou sinon, ça peut se faire également par un courrier signé contre décharge par le salarié. Une fois qu'on a procédé à cette information, il faut quand même indiquer clairement dans l'information que l'on donne que les données collectées par le dispositif de surveillance peuvent être utilisées à des fins disciplinaires. Et oui, on a encore trop de clients, d'employeurs en France qui, malgré le respect de cette procédure, oublient de mettre que l'information qui est collectée peut être utilisée à des fins disciplinaires. Donc ça, il faut le rappeler. Et enfin, il y a bien sûr un règlement général de protection des données qui est en application depuis 2018 en France et dans l'Union européenne et qui en clair réglemente les données collectées. Alors, les données que vous allez collecter justement par le biais de la vidéosurveillance ou de la géolocalisation ne peuvent pas être conservées de manière indéfinie. Donc, toujours pareil, si on met en place un délai, il va falloir justifier de la raison pour laquelle ce délai a été mis en place. Si je mets en place un délai de 1 an, il faut pouvoir justifier des raisons pour lesquelles je conserve ces données-là pendant 1 an. Donc voilà, toujours penser à ça, parce que sinon vous risquez d'être embêté. Pour finir, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas mis en place ces dispositifs de surveillance, que vous êtes confronté à une situation où vous avez effectivement vu quelque chose de fautif de la part d'un salarié? Il vous reste à ce niveau-là
tout simplement l'attestation de témoignage qui peut être remplie par un client, ça peut être un peu délicat, ou sinon par un autre salarié qui aurait assisté à la situation. Donc pensez aussi à l'attestation de témoignage. On va partir également sur, une fois qu'on a collecté ce moyen de preuve, cette preuve, sur la prescription. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une prescription qui joue et il faut faire attention à cet aspect-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'employeur a 2 mois à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif pour sanctionner un salarié. Alors, quand on entend 2 mois pour le faire, hein, c'est à compter du jour où il a connaissance. Le souci, c'est que parfois, le salarié, lui, de son côté, a un échange d'emails sur la question, voilà, ou sur cette situation, et peut s'en servir pour dire à son employeur, enfin, pour contester son employeur devant le Conseil des prud'hommes, et du coup, faire sauter en clair la sanction. Donc attention à ce délai de 2 mois. Là aussi, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est que les 2 mois, ils vont très vite et que donc, dès que vous avez un fait fautif, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qu'on peut tout de suite mettre en place. Parfois, en un simple appel, déjà, on règle une situation. Donc, véritablement, il faut faire attention. Et d'ailleurs, première astuce, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez dépassé ce délai de mois? On vous donne l'astuce. Vous pouvez en fait expliquer que vous avez eu l'obligation de mener une enquête pour certifier, pour être sûr que c'était bien ce salarié qui avait commis la faute. Vous vouliez être sûr avec précision de l'ensemble des faits fautifs reprochés au salarié. Et donc, vous avez mis une enquête, mis en place une enquête, ce qui derrière a fait prolonger ce délai de 2 mois. Pour finir, également, quand on sanctionne un salarié, il peut être utile de faire appel aux sanctions précédentes qu'a reçues le salarié, de s'appuyer dessus pour, on va dire, tout simplement justifier parfois qu'une simple faute peut découler sur une sanction beaucoup plus importante parce que le salarié a des antécédents. Ces antécédents, on peut les prendre en considération s'ils ont moins de 3 ans. Avec plus de 3 ans, dans ce cas-là, ce ne sera pas possible légalement, mais on vous invite quand même à en discuter avec nous parce que parfois, tout simplement, le fait d'en parler, le juge, même s'il va les écarter, il aura connaissance des faits antérieurs. Donc, ça peut être quand même un élément à prendre en considération à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur cette collecte des moyens de preuve. Merci beaucoup, Jules. On va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet, donc avec notre troisième chapitre. Mais avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité à tout moment de poser vos questions donc à notre équipe de juristes. Vous avez à votre disposition donc en haut de votre écran donc le menu QR pour questions-réponses et Déborah est en back-office en fait pour vous répondre directement. Donc Jules, ouverture du troisième chapitre avec la présentation des différents types de sanctions disciplinaires. Quelles sanctions peuvent être appliquées dans quel type de situation? Et on va le voir, en fait, beaucoup de légendes urbaines autour de ces sanctions. Tout à fait, Alexandre, c'est un peu la question fondamentale parce qu'une fois qu'on a vu ensemble le cadre, on a collecté les preuves, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Tout simplement, quelle sanction on va pouvoir apposer à notre salarié et surtout quelle sanction sera justifiée vis-à-vis de la faute commise. Alors pour ça, il va falloir tout simplement faire un rappel en fait à ce niveau-là des sanctions que l'on peut utiliser de notre arsenal. Et c'est là où on va voir, dans un premier temps, les sanctions euh, disciplinaires sans rupture du contrat. On va avoir le blâme, l'avertissement, qui sont des documents écrits en fait de reproches aux salariés. Et à ce niveau-là, ce qui est important à retenir, c'est que si c'est un document écrit de reproche aux salariés, comme le dit la définition au niveau de la jurisprudence, eh bien, il faut faire très attention à vos échanges d'emails avec votre salarié. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si parfois on a envie d'envoyer un email au salarié pour essayer de déterminer la situation, la problématique, savoir pourquoi est-ce que il y a, une difficulté, un problème, eh bien, dans cette situation-là, on est vite tenté dans l'email de rajouter également des reproches que l'on peut faire au salarié. Eh bien, si on envoie un email, un document écrit avec des reproches, on vient déjà de sanctionner notre salarié. Donc attention à cet aspect-là. Pourquoi? Parce que, on va le voir par la suite, il y a un principe, on ne peut pas sanctionner 2 fois un salarié. Et quand vous envoyez un email de reproche, vous venez déjà d'avertir votre salarié. Donc attention à cet aspect-là, attention à l'avertissement, au blâme, au document écrit.
La deuxième sanction disciplinaire un peu plus costaud à ce niveau-là que l'on peut prendre en considération, ça va être tout simplement la mise à pied à titre disciplinaire. Et en quoi ça consiste? C'est une période non travaillée, non rémunérée. En fait, c'est si vous voulez, une exclusion de la société temporaire qui peut aller jusqu'à 15 jours maximum. On vous recommande au niveau de la jurisprudence d'aller jusqu'à 15 jours grand maximum. Et quand on est à 15 jours maximum, c'est vraiment qu'on a deux doigts du licenciement. Là, on est en train de dire aux salariés, euh, c'est la dernière encartade en fait, hein. Là, c'est vraiment on fait preuve de clémence. Après, c'est le licenciement. Donc, quand vous mettez une mise à pied disciplinaire de 15 jours, c'est pour quelque chose d'assez costaud. On a la mutation, le changement de lieu de travail, très peu utilisé, mais qui, à ce niveau-là, en clair, eh bien, permet de, comment dire, de changer de lieu de travail du salarié. Alors, on va lui faire signer un avenant quand même, parce que ça nécessite son accord, forcément, hein, à ce niveau-là. Et s'il n'est pas d'accord, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on pourra le licencier euh, pour le refus, en fait, d'avoir accepté cette sanction disciplinaire. Donc ici, la mutation elle est souvent utilisée quand on a des mésententes, quand on a deux salariés qui ne s'entendent pas, ben on va les muter dans des établissements différents pour éviter tout souci. Et enfin, on a la rétrogradation qui est un changement de classification cette fois-ci, avec diminution de rémunération. Donc là, on part sur quelque chose aussi de très lourd. C'est vraiment la dernière sanction pour que le salarié se rétablisse. Et en même temps, ça permet de ne pas, en fait, tout simplement, rompre son contrat. Alors on va le voir, seul le blâme et l'avertissement peuvent être apposés sans convocation et entretien préalable avec le salarié. Donc ici, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous pour rédiger un avertissement, ou rédiger une sanction et surtout pour mener la procédure, on le verra. Et de l'autre côté, tout simplement, quand on ne peut plus, eh bien, on va voir que la sanction ultime, c'est tout simplement la rupture du contrat. La rupture du contrat qui peut prendre plusieurs formes. Une rupture du contrat par le biais d'un licenciement pour faute simple, c'est-à-dire avec versement d'une indemnité de licenciement, ou pour faute grave, c'est-à-dire que la définition de la faute grave, c'est lorsque le maintien au sein de la société est impossible, le maintien du salarié, j'entends, hein. Et à ce niveau-là, effectivement, dans cette situation-là, il n'y aura pas de versement d'indemnité de licenciement. Et puis ensuite, vraiment, là, on est sur quelque chose d'extrêmement grave. La faute lourde, c'est quand il y a une véritable intention de nuire de la part du salarié, de nuire à la société, de nuire à l'employeur. Et là, dans une situation telle que celle-ci, non seulement il n'y a pas versement d'une indemnité de licenciement, mais l'employeur peut aller devant le Conseil des prud'hommes. Alors, il est obligé de faire une action devant le Conseil des prud'hommes, de faire un recours, hein, mais pour demander le remboursement de la faute, des conséquences du dommage commis en fait par le salarié, qui est causé par la faute du salarié. Donc voilà un petit peu les trois degrés tout simplement de gravité au niveau du licenciement. Il faut dire en soi qu'il y a une légende à ce niveau-là, comme quoi faute grave, faute lourde, le salarié n'a pas droit au chômage. Ben si, il aura droit aux allocations chômage dans les trois cas, quels qu'ils soient. Il aura droit à son indemnité compensatrice de congé payé. Mais par contre, en cas de faute grave, faute lourde, comme je l'ai dit, il n'aura pas droit à son indemnité de licenciement. Dernier petit focus sur la mise à pied à titre conservatoire. Vous le voyez, on l'a séparé de la mise à pied à titre disciplinaire. Pourquoi? Parce que la mise à pied à titre conservatoire peut être mise en place dans nos procédures de licenciement. Elle permet quoi? Elle permet de ne pas rémunérer le salarié pendant la période en fait de procédure, pendant toute la durée de la procédure. Mais attention, elle ne constitue pas une sanction à part entière. Donc, il ne faut pas se tromper sur le terme adéquat. Quand on est dans le cadre d'une procédure de licenciement, c'est à titre conservatoire. Par contre, quand on veut véritablement imposer cette sanction-là, c'est une mise à pied à titre disciplinaire. Ne confondez surtout pas les deux, parce que là, ça peut avoir des conséquences effectivement sur vos procédures et les remettre tout simplement en cause. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces éléments. Merci beaucoup, Jules. Donc, après avoir vu donc, les différents types de sanctions, on va maintenant s'intéresser au principe de proportionnalité pour sanctionner donc, un salarié fautif. Alors, comment s'assurer que la sanction est bien proportionnée à la faute commise?
effectivement du principe de proportionnalité. Ce respect du principe de proportionnalité, c'est une fois qu'on a vu tout l'arsenal en fait de sanctions comment dire, à ce niveau-là, bien quelles sanctions on va apposer à la faute commise par le salarié. Ça, c'est véritablement une problématique. Il y a une première chose, il y a une légende urbaine, par exemple, à ce niveau-là, qu'il faut déconstruire, c'est le fait qu'on ne peut licencier un salarié qu'au bout de 3 avertissements. Il faut savoir que ça n'est pas vrai. Effectivement, on peut aller jusqu'à la rupture du contrat. Vous allez avoir la gravité de la faute, le montant du dommage causé par le salarié, etc., qui peuvent justifier un licenciement pour faute grave. Le fait que la faute ait été commise en public devant des clients, par exemple, là, ça peut être problématique, ça peut être plus important en termes de sanctions, on peut aller plus loin. Le fait que le salarié cherchait à dissimuler sa faute, là aussi, effectivement. Et puis, on va avoir des circonstances atténuantes qui sont prises en compte. L'information de l'employeur, du supérieur hiérarchique, la reconnaissance des faits, les aveux, les excuses présentées par le salarié, les regrets, et également le fait que le salarié ait cherché à tout de suite réparer, effectivement, la faute, les conséquences de la faute qu'il avait commise. Donc ça, c'est des éléments à prendre en considération pour dire si oui ou non une faute va être adaptée, une sanction va être adaptée à la faute, et si oui ou non on respecte bien tout simplement ce qui a été prévu par la jurisprudence. Donc voilà un petit peu là ce que l'on pouvait dire sur le respect du principe de proportionnalité, mais il faut dire également qu'il y a à ce niveau-là des principes à respecter quand on appose tout simplement une sanction à un salarié. On l'a dit, aucun fait fautif ne peut être sanctionné 2 fois. Les sanctions pécuniaires sont interdites, hormis le cas où on va aller devant le Conseil des prud'hommes en cas de faute lourde. Il est interdit de licencier également un salarié pour certains motifs, quand il est fait exercice du droit de grève ou pour un motif discriminatoire. Et puis, il est interdit de licencier une salariée en congé maternité. Il y a une protection absolue là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre le contrat, même si elle a commis une faute grave avant de partir en congé maternité. Donc voilà les éléments que l'on pouvait dire à ce niveau-là. Donc là, on a réussi à choisir voilà, la faute. Et maintenant, on va parler de la procédure. Bah ouais, c'est le dernier thème, c'est la procédure disciplinaire et je pense que c'est un peu technique et la dernière étape en fait du processus. Alors justement, Jules, quelles sont les étapes à suivre et surtout les points de vigilance à bien respecter pour que cette procédure elle soit conforme et sécurisée sans mettre en difficulté l'entreprise? Tout à fait, Alexandre. C'est là où justement il est impératif de se faire assister. Pourquoi? Parce que on va retrouver les éléments dont on a discuté ensemble dans le cadre de la procédure. Vous le voyez apparaître à l'écran, le respect du délai de 2 mois à compter de la découverte des faits. Ce délai de 2 mois, il prend fin à partir du moment où vous convoquez votre salarié en fait à un entretien. Donc ça, c'est la partie en bleu. À partir du moment où vous convoquez votre salarié à un entretien, la partie verte, eh bien là, le courrier de convocation, il est un peu complexe, malgré le fait que ça soit un simple courrier de convocation, il est un peu complexe à rédiger. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement qu'il y ait la date, l'heure et le lieu, en tout cas où va avoir lieu l'entretien. Et là, on l'oublie trop souvent, mais le lieu, malgré le fait que le salarié vienne 10 ans au siège social et sache très bien où est le siège social, il faut mettre le lieu, mettre l'adresse du siège social, le bureau de la direction, etc. Deuxième chose, il faut rappeler que le salarié peut être assisté. Assisté par qui? Assisté, il ne peut jamais être assisté par une personne extérieure à la société, mais il peut être assisté par tout salarié. Déjà, première chose. S'il y a des représentants du personnel, il peut également être assisté par un représentant du personnel. S'il n'y en a pas, il peut être assisté, c'est le seul cas où on va avoir une personne extérieure à la société qui peut venir à l'entretien, eh bien tout simplement par un conseiller du salarié dont la liste est prévue au niveau de l'inspection du travail ou de la mairie, de toutes les mairies en France. Donc à ce niveau-là, il faut rappeler dans le courrier l'adresse de l'inspection du travail, mais également l'adresse tout simplement de la mairie du domicile du salarié. Sauf que si le salarié n'habite pas dans le même département que le lieu où il exerce le travail, dans ce cas-là, ça sera la mairie du lieu où il exerce le travail. Donc, attention parce que ça va même plus loin lorsque le salarié est itinérant. Comment faire dans ces cas-là? Là, effectivement, je vous invite à vraiment vous faire assister par un professionnel, c'est-à-dire par nous, pour mener à bien vos procédures.
parce qu'on retrouve trop de clients, trop en fait d'employeurs en France qui partent sur la procédure. Sur un simple courrier de convocation, ben, ça peut effectivement remettre en cause votre procédure. L'entretien préalable, une fois que vous avez bien fait votre courrier de convocation, ben, il faut quand même rappeler la date. Alors comment faire? La date de l'entretien préalable doit être fixée 5 jours ouvrables en fait entre la première présentation de la lettre au salarié et le jour de l'entretien. Il faut 5 jours ouvrables en fait à ce niveau-là. Donc il faut compter les délais postaux, d'accord? Et les 5 jours ouvrables. Donc ça fait 8 jours en clair ouvrables entre le moment où vous envoyez votre courrier, j'ai dit la date de première présentation de la lettre, mais non, c'est le moment où vous envoyez votre courrier, et justement la date où le salarié, va y avoir le facteur qui va en fait venir au domicile du salarié. Qu'est-ce qui se passe si le salarié ne vient pas chercher son courrier recommandé avec accusé de réception? Ça n'est pas grave, vous avez rempli votre obligation. Sachez que si vous souhaitez ne pas, avoir cette problématique des délais postaux, il est possible de remettre de remettre en main propre contre décharge ce courrier de convocation. Mais attention, c'est que ce courrier-là, parce qu'on va voir par la suite, il y a un deuxième courrier. Une fois que la date de l'entretien arrive, le jour de l'entretien, vous recevez votre salarié et personne d'autre, hormis un salarié de l'entreprise ou le conseiller du salarié qui doit vous présenter un document à cet effet. Il a une carte, normalement, qui doit vous présenter et évidemment sa carte d'identité pour vérifier que ce soit bien lui. Vous recevez le salarié et son conseiller, pas un avocat, pas un membre de la famille, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Vous présentez les faits et puis ensuite vous écoutez le salarié. S'il a des reproches à faire, vous prenez note et ça s'arrête là. C'est tout. Et derrière, à ce niveau-là, donc, vous allez attendre avant de donner la sanction définitive. Il faut savoir que j'insiste sur ce point, il y a des conseillers du salarié, petite astuce, qui vous disent en fin d'entretien, qui vous piègent en vous disant bien tout simplement quelle va être la sanction. Si vous donnez la sanction, vous venez de faire une sanction disciplinaire à l'oral ou un licenciement verbal. Et ça, c'est défendu en clair par la loi. Et c'est là où ça peut faire tomber votre procédure. Et du coup, vous serez obligé, dans le minimum des cas, de payer 1 mois de salaire. Vous allez être condamné à 1 mois de salaire vis-à-vis de votre salarié. Ça, c'est le minimum. Au plus, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 8 mois. Les remises en cause de procédure, avec un bon avocat, un salarié pour remettre en cause toute votre procédure, vous allez être condamné presque à 1 an en fait de salaire, alors que pourtant, vous avez juste, on va dire, fait une erreur dans la procédure. Pour finir, la sanction, on va la donner quand? Il faut attendre 2 jours ouvrables, c'est le délai de réflexion qui est donné en fait à l'employeur. Et passé en fait ce délai de 2 jours ouvrables, vous allez envoyer votre courrier recommandé avec accusé de réception, en sachant qu'il existe 1 mois maximum pour envoyer votre courrier recommandé à la suite de l'entretien. Donc vraiment attention parce que vous voyez, c'est assez complexe comme procédure. Voilà, nous on propose à ce niveau-là la procédure pour un montant de 350 € hors taxe. Si vous avez un licenciement à faire, on peut vous assister bien sûr là-dessus. On a tout ce qu'il faut pour cela. Dernier point, attention à la clause de non-concurrence. Si le contrat de votre salarié comporte une clause de non-concurrence, petite astuce, il faut toujours le vérifier pour lever la clause. On peut le faire jusqu'à la notification du licenciement, surtout si votre salarié vous dit qu'il va tout simplement se faire embaucher dans une autre société qui n'est pas concurrente à la vôtre ou tout simplement faire une formation professionnelle et partir sur une reconversion. Donc à ce niveau-là, attention à cet aspect-là. Pour finir, par rapport effectivement à cette procédure, on va voir ensemble ce qu'il en est du point de vue du salarié protégé, puisque on a certains salariés qui sont protégés, notamment tout simplement les femmes en situation de congé maternité, mais les représentants du personnel. La liste ne s'arrête pas là, on a énormément de salariés protégés. La seule différence, vous la voyez apparaître à l'écran en orange. Le reste, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble à l'instant. En orange, c'est qu'il faut réunir le CSE, les représentants du personnel, suite à l'entretien préalable pour leur demander un avis consultatif. Et suite à l'avis, vous voyez en rouge, demander l'autorisation à l'inspection du travail. Cette demande d'autorisation doit se faire dans les 15 jours qui suivent la réunion avec le CSE. Et
l'inspection du travail dispose d'un délai de 2 mois pour donner sa réponse. Et ça n'est qu'ensuite que vous allez pouvoir faire partir votre courrier final. Donc attention parce que c'est assez long. Et pour rappel, devant l'inspection du travail, ils peuvent en fait auditionner le salarié, l'employeur. Donc ça peut être voilà, lourd de conséquences. Donc n'hésitez pas à vous faire assister sur ce point. Merci beaucoup, Jules, pour la présentation et tous ces détails. On va pouvoir maintenant ouvrir la session de questions-réponses avec toi, Déborah. Est-ce qu'on a enregistré beaucoup de questions et d'interactions aujourd'hui? Oui, merci. On a eu quelques questions, donc il n'y en a pas en suspens, mais n'hésitez pas, on est à votre disposition. Mhm. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un message sur votre retour d'expérience sur ce webinaire, c'est toujours très, très encourageant. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer ce webinaire. Je vous laisse peut-être 2-3 minutes le temps de rédiger vos dernières questions que vous souhaitez adresser à Jules ou à Déborah. En tout cas, déjà, merci pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux donc, à vous inscrire et à participer à nos événements. Et on prend vraiment ça comme un gage de qualité et de confiance. Alors, comme d'habitude, on va vous partager dans votre boîte mail, bien sûr, le replay du webinaire ainsi que toutes les ressources nécessaires avec nos fiches pratiques et nos articles de blog qui seront dédiés et bien sûr avec des sujets qui sont en lien avec la thématique des sanctions disciplinaires. Merci. Ah, je vois que ça arrive. Bien sûr, Benoît. Le replay vous sera partagé directement dans votre boîte mail. Merci pour votre attention et votre participation active. Voilà, je pense que notre webinaire touche à sa fin. On espère vraiment que vous avez apprécié cet événement et que vous avez pu à la fois renforcer vos connaissances et surtout que vous ayez pu trouver en fait les réponses à vos questions. Merci également donc à Jules, voilà, présentation passionnante. Déborah aussi pour la qualité et la précision de tes réponses. Je vous rappelle qu'une fois de plus, notre service conseil est à votre disposition. On voit bien le caractère technique à chaque fois des webinaires et qu'il est à votre disposition à la fois pour vous accompagner dans la rédaction de vos actes juridiques, comme le règlement intérieur, comme le contrat de travail ou un avenant. Puis surtout, c'est être certain de la conformité de vos décisions en fait, pour surtout les sécuriser. En fait. On voit bien que c'est une problématique croissante en fait, au sein des entreprises et qu'on a aussi besoin d'agir vite. Et pour ça, en fait, le service conseil fait toujours preuve de beaucoup de réactivité. Pour contacter notre équipe juridique, vous le voyez à l'écran, c'est très simple. En fait, une seule adresse mail conseil au singulier @paye-du6 rh.com. Merci encore pour votre participation. Et puis nous, on va se retrouver donc au mois de septembre, le mardi 16 septembre exactement, toujours à 11h15 et toujours sur Teams pour un nouveau webinaire qui sera consacré à une question. Comment réussir les entretiens obligatoires? Et bien sûr, on vous enverra les liens d'inscription dans le mail de remerciement. Merci encore. Toujours pas de questions en suspens, Déborah? Non, toujours pas. On va pouvoir clôturer cet événement. Merci à tous. Toutes les équipes de PRH vous souhaitent une très belle fin de journée puis d'agréables vacances d'été. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.